quelqu'un vient d'arriver au village? J'en ai soudainement le cœur qui palpite. Si vous avez fini la saison 3 des Demon Slayer, vous savez que cette bombe sexuelle, Mitsuri, a une représentation assez exagérée de la force et de bien d'autres choses. Pour ce qui est de la force, ce côté-là est surtout accentué quand elle est petite. Battre des adultes au bras de fer, en étant aussi minuscule, ça peut faire bon de plus d'un, mais pas plus que ça ou encore ça. Ouais, elle est super sexualisée. Tout personnage l'ayant croisé dans l'œuvre a sûrement déjà vu sa petite culotte. C'est une blague évidemment. C'est pas bien grave tout ça. Le problème, le personnage se retrouve un peu gâché. Un personnage qui a un potentiel monstre. Pourtant au premier abord, on dirait pas du tout. Elle semble plutôt faiblade. Sérieux quoi. Super féminine couplée à des mouvements, des frémissements, des premiers baisers, je ne sais pas quoi. Pas trop convaincant tout ça. Face à Zoakuten, là, c'était la preuve qu'elle joue dans la cour des grands. Ses attaques ultra pétées, ultra stylées, sauf qu'à chaque fois, une petite pause des Kamasutra s'impose. Si ça passe aussi crème, c'est parce qu'elle attaque. Les choses vont vite, mais ça j'avoue, masterclass. N'oubliez pas de nous rejoindre si vous êtes nouveau par ici. On s'aime bien, sans oublier la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je suis sûr que vous avez adoré ces scènes, sciemment ou inconsciemment, peu importe. Attention, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas en train de vous juger. Loin de là, sexualiser les personnages féminins dans les animés, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'extraordinaire. Ça existe depuis longtemps et ça continue de faire son petit bout de chemin. Sauf que ces temps-ci, ça devient un peu trop présent. Dans les isekai, ichi et consorts. Dans les ichi, ça passe encore car il y a plus ça qu'autre chose. On sait d'avance à quoi s'attendre. Bon, ce que je veux dire, c'est que dans énormément d'animés traitant par exemple des romances et autres, on ne peut vraiment pas tirer sur le fanservice typé sexualisation. Ça fait pratiquement partie du scénario de base. Donc voilà, on est donc d'accord en majorité que normalement dans les shonen, on ne devrait pas en avoir beaucoup. Pas qu'il ne devrait pas du tout en avoir, mais peu, voire très peu. Il y en a et il y en a toujours eu, mais là, ça commence déjà à saturer. Aujourd'hui dans les shonen, 10 personnages féminins sur 10 égale presque à 10 fanservice. On a touché le fond. On va pas parler des Nezuko, même si c'est le plus gros fanservice de cet animé de Kimetsu no Yaiba. Je ne parle pas spécialement de la sexualisation qu'il y a sur elle. Il y a aussi son frère, j'avoue, mais lui, il est l'archétype du shonen neketsu ultra boosté. Bref, on n'est pas là pour ces deux-là, mais pour notre pilier, la représentante de l'amour. Cette appellation lui sied à merveille. Physiquement, c'est un personnage typé qu'on voit sur chaque frame, donc tout ce tourfu d'animés qui veulent scotcher des petits jeunes et des obsédés sexuels en manque de sexe. Ouais, j'avoue, c'est un peu brutal. Sous cette carapace des personnages hentai se cache une force phénoménale et une douceur sans pareil. Son histoire révèle qu'elle a essayé de se conformer aux autres et à chaque fois ça n'a été qu'échec. Et le plus marquant, c'est avec ce gars. Pour moi, c'est une légende. Il peut s'asseoir à la même table que Madara et consorts et taper la dispute tranquillement. Il est doté d'un sang-froid et des mots très soignés pour ricaler quelqu'un digne des légendes. Il est confirmé. C'est quand même grâce à lui que Mitsuri est dans l'armée des pourfendeurs aujourd'hui. Imaginez si il avait accepté de la prendre comme ça. Elle serait non seulement malheureuse aujourd'hui, bon en fait elle serait malheureuse toute sa vie car elle aurait choisi de se prostituer dans une vie qui ne la correspond pas. Et lui-même, il aurait tout le temps peur d'elle parce que c'est une montagne de puissance. Quand on parle de force ici, ce n'est pas qu'il y avait un seul gars dans ce village capable de lui tenir tête. Personne ne lui arrivait à la cheville. Ce qui peut être tout à fait normal si en étant quasiment bébé, elle one-shotait des darons à ce moment précis de l'histoire. Imaginez de quoi elle serait bien capable. Il y a certainement de l'exagération dans tout ça, mais c'était une façon assez intéressante de représenter le don qu'elle avait. Mais est-elle si forte que ça finalement? Oui, elle a tenu tête face à Zoakuten, mais est-ce vraiment suffisant pour la déclarer génie? On va se limiter aux événements de la saison précédente, la dernière saison, parce que sinon sa valeur risque s'éclater au sol carrément. Si la saison 3 est assez suffisante, c'est parce que c'est son prime à elle. Et en plus, elle avait la fameuse mague qui boostait sa puissance.
Lorsque le village est attaqué par les lunes supérieures 4 et 5, Mitsuri retourne rapidement au village des forgerons, tandis que Tanjiro, Nezuko et Genya sont en train de combattre les clones de la 4e lune. Elle court vers les maisons principales où les villageois sont attaqués et c'est là qu'on a sa toute première intervention. Pour ne pas dire sa toute première attaque, car celle-là, une vraie, elle vient juste après. On remarque qu'elle est rapide, agile et c'est dans cette mise en avant qu'elle décide de mettre aussi son postérieur en gros plan pour tous les villageois. Elle est tellement généreuse qu'elle s'est dit qu'un coup d'œil sûr aiderait les villageois à oublier le traumatisme qu'ils venaient de subir. Son premier mouvement parlait d'amour. Bref, tout sur elle parle d'amour. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Elle a cette petite étiquette qu'on lui colle qui, sans elle, elle serait un personnage beaucoup plus intéressant. Elle semble idiote sur les bords. Bon, non, pas à ce point-là, mais elle semble pas très intelligente. Le stéréotype de la belle femme aux formes généreuses, son cervelle est représenté à merveille. Ça peut passer aussi inaperçu car elle accomplit plutôt bien ses missions qui n'ont pas trait à son apparence. Déjà que sa tenue n'est pas commode pour ces métiers-là, on la rend bébête sur les bords. On pouvait bien laisser la fameuse tenue pour charcuter le fanservice et la rendre un peu plus intelligente que ça. Le personnage serait beaucoup plus intéressant et profond. Là, on a un personnage très adorable et fort aussi, mais à l'échelle des piliers, pas trop sûr. Là, on a un petit doute. En étant celle qui se charge par exemple de la 4e lune, elle est placée de manière directe au-dessus de son collègue Muichiro. On parlait officieusement. Son entrée face à Zoakuten fait penser qu'elle peut le démolir, ce fameux Zoakuten. Parce que cette attaque où elle est sur le point de le taillader fait en sorte qu'on se dit que oui, c'était rapide, c'était intéressant. Il y avait un truc, on voyait en elle quelque chose de vraiment puissant et sans la marque. Et hop, elle se prend la contre-attaque des malades. Bon, là, il y a une explication, on ne va pas entrer dans les détails. Quand elle revient à elle, c'est avec la marque. Une marque qui fait toujours référence à l'amour. Ouais, pas besoin d'expliciter, hein, vous voyez la forme. Est-ce que l'amour faiblit ou est-ce que ça booste? Parce que cette marque est censée booster de ouf le personnage. Cette question mérite d'être posée car elle ne fait pas une prestation supérieure à celle avant qu'elle ne se retrouve au tapis. On va laisser toutes ces poses bizarres qui passent vite quand elle se bat et se concentrer sur le fait qu'elle ne peut que retenir Zoakuten malgré qu'elle est la marque. Ce qui est déjà pas mal. Ça prouve juste qu'elle n'est pas assez forte pour le battre et ça ne la diminue pas pour autant. On a vu le one-shot avec la 5e lune, le personnage est devenu la plus grosse arnaque de l'univers. Selon vous les fans, rien ne confirme que Muichiro aurait fait mieux s'il était à la place de cette dernière avec sa fameuse marque à lui. Bon, peut-être que si, il a l'avantage de sa brume, ce qui peut bien jouer en sa faveur. Enfin bref. Un autre point à remarquer, c'est cette sensibilité qu'elle a. Forte, certes, mais à la toute fin, on a pu voir quelque chose. Elle ne peut plus continuer le combat et est sur le point de se faire bouffer. Là, elle pleure. Qui pleure sérieux. Aussi, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que tous ces piliers sont quasiment des enfants. Pas tous, certes, mais la majorité. Elle a à peine 17-18 ans et elle a déjà des responsabilités qui dépassent son âge. Ses larmes ne sont que le reflet d'un peu de réalisme dans tout ce tourfu de fantaisie fantastique. Ce genre de personnages qu'on fait à la bombe sexuelle sont rarement mis en avant longtemps. Et vous le verrez, ce pilier-là n'aura pas plus que ça de prime et ça ne choquera personne parce qu'elle a vite montré ses limites. En plus, c'est très cliché, hein, mais c'est comme ça depuis très longtemps, toujours dans ce monde d'animé. Rares sont des personnages féminins sexualisés à bloc qui restent au top au premier plan pendant plus de 2 arcs. Vous le verrez, ça ne risque pas de changer avec Mitsuri. C'est toi, Tanjiro! Oh, attention! Arrêtez de courir, sinon votre poitrine va s'échapper de vos vêtements! Faut que je te dise quelque chose! Je viens de me faire ignorer, je lui ai dit bonjour et lui m'a complètement ignoré! Qui ça exactement? J'en sais rien! C'est trop méchant! Yo, I ain't here for the money, I ain't here